qui nous a rejoint cette semaine et qui occupe désormais le poste de chargé de communication institutionnelle et de collaborateur des élus. Voilà. Puisque Johanna avait terminé son CDD. Johanna Salvador, qui occupait la fonction, a terminé son CDD. Donc Jean a pris la suite. Je vous propose donc qu'on ouvre cette séance du conseil municipal. Et dès que j'ai trouvé le tableau, on va procéder à l'appel. Les appelés présents. Pierre Pasquier. Présent. Nadine Duru. Présente. Jérôme Noble a donné procuration à François Tramassé. Caroline Guéraud. Présente. Frédéric Lahari. Présent. Catherine Vicente. Présente. François Tramassé. Présent. Sandrine Collot. Présente. Serge Arla. Présent. Chantal Rochefort a donné procuration à Caroline Guéraud et nous rejoindra peut-être avant la fin du conseil. Déby Camus a donné procuration à Pierre Pasquier. Christine Vicente. Présente. Miguel Fort. Présent. Cindy Esplan a donné procuration à Nadine Duru. Cyril Duru. Présent. Chénaïos Turc m'a donné procuration. Vincent Pourez. Présent. Christian Burgard. Présent. Vincent Baudonne a donné procuration à Miguel Fort. Sonia Dilbetis. Frédéric Romero a donné procuration à Delphine Ouvrance. Jean-Michel Mabillet. Présent. Alain Callio a donné procuration à Jean-Michel Mabillet. Mylène Larieux. Présent. Christelle Ederamuno. Présent. Delphine Ouvrance. Présent. Sébastien Robert. Présent. Et Jean-Pierre Labadie. Présent. Je fais circuler la fiche de présence. Il nous faut nommer un secrétaire de séance. Je propose que ce soit Christine Vicente. Est-ce qu'il y a des votes contre et des abstentions? Non, je vous remercie. On va donc commencer par adopter le procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques sur le document qui vous a été adressé quant à sa rédaction? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. J'ai un certain nombre de décisions que je dois porter à votre connaissance. Donc la décision numéro 7 et la décision numéro 8, je vais faire ainsi que la 9 d'ailleurs, concernent des attributions de parcelles pour des commerces saisonniers. Donc la 7 concerne VD Proximité qui va donc avoir une parcelle pour un bazar de plage sur le site de la plage, évidemment, VD Proximité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Carrefour City. Il a été sélectionné par la commission de sélection. La société Paradise qui aura donc aussi une parcelle telle que, donc de 80 mètres carrés, telle que présentée dans la décision que vous avez reçue. La société Go & Surf qui aura aussi un emplacement de 100 mètres carrés. On a ensuite la décision numéro 10 qui concerne le soutien aux dépenses liées aux manifestations culturelles pour notre ludobibliothèque. Donc il s'agit simplement de solliciter la subvention départementale afin de couvrir 45% des dépenses éligibles pour les manifestations 2022. Donc on va faire la demande auprès du département. La décision numéro 11 concerne le marché de travaux pour la construction de la maison des jeunes, donc la ZAC des Trois Fontaines. Il s'agit simplement d'indiquer que 2 lots ont été infructueux suite à l'appel d'offres, les lots 3 et 5, et que les autres lots ont trouvé preneur. C'est ça? C'est ça. En cours d'attribution. Enfin, c'est en cours d'attribution, mais en tout cas, on a 2 lots infructueux, donc on va repasser un appel. On va repasser un marché. Il s'agit de menuiserie extérieure et cloison, doublage, faux plafond, carrelage. Voilà. Menuiserie extérieure, cloison, doublage, faux plafond sont infructueux. Dans ces cas-là, en fait, comme il y a eu une 0 offre, on peut passer en procédure négociée sans mise en concurrence. C'est ce qui a été fait. Ouais. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent à se mouiller pour des menuiseries à lu, le cours de la lutte qui fluctue. Décision numéro 12, donc c'est la mise à disposition d'une parcelle encore pour Water Rapide, donc c'est notre piscine traditionnellement installée sur le site de la plage, pareil, 100 mètres carrés environ, du 1er juillet au 31 août, comme les autres décisions précédentes.
dans le même ordre d'idée, mise à disposition d'une parcelle pour Pulse Surf Coaching. Donc là, on est sur le chemin de la montagne avec 390 mètres carrés. Donc c'est la société de monsieur et madame Garance. Et enfin, la dernière décision, c'est une convention qui vise à prêter un véhicule municipal à l'association des Restos du Cœur. Donc les Restos du Cœur, pour que vous le sachiez, ne ferment plus leurs portes au 31 mars comme c'était le cas depuis toujours. À présent, ils fournissent donc des repas toute l'année. Et nous avons malheureusement, mais la conjoncture est celle-là, de plus en plus de familles hongroises qui en bénéficient. Donc les Restos du Cœur d'antenne est situé sur la commune de Tanos. Et nous prêtons donc un fourgon municipal à l'association pour qu'il transporte un certain nombre de denrées. Et c'est notre participation à l'effort collectif pour cette association. Est-ce qu'il y a des questions? Juste parce que ça me fait penser, on parle des associations, on avait évoqué de revenir sur les associations qui n'étaient pas domiciliées à Londres et qui devaient revoir leur dossier. On a eu du nouveau dessus ou pas? Parce que ça me les services ont... Alors, il me semble que ce soir... Non, ce soir, on n'a pas. C'est au conseil municipal de juin. Oui, voilà, il va y avoir une commission Parce qu'il nous manquait ce mois-ci pour le conseil municipal de juin. Il nous manquait encore un ou deux documents. Et on préférait reconvoquer une commission. Et donc, ces demandes de subvention-là seront présentées au conseil de juin, dans la mesure où ce n'étaient pas des associations qui attendaient après ça, manifestement, parce qu'elles ne nous ont jamais relancées. Et donc, on va les passer au prochain conseil municipal. Je vous propose qu'on attaque l'ordre du jour avec la première délibération sur le plan plage d'Ombre, donc la procédure de consultation des services de l'État et le dépôt des demandes d'autorisation diverses. Christian Burgard. Madame le maire, rappelle au conseil municipal sa délibération du 8 avril 2021 décida l'engagement d'une étude préalable à l'aménagement de la plage d'Ombre. Au cours de cette étude, la commission des développement économique et touristique a élaboré avec le bureau d'études de le paysage un plan d'aménagement qui a été validé par l'ensemble des partenaires institutionnels lors du comité de pilotage final. Ainsi, il convient maintenant d'effectuer la demande d'autorisation d'urbanisme et de consulter les différents services de l'État impliqués dans le contrôle réglementaire de ce projet. Il s'agit d'une part de déposer un dossier loi sur l'eau et d'autre part de formaliser la saisine de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, REAL, Nouvelle-Aquitaine. Madame le maire propose donc au conseil municipal de l'autoriser à déposer toutes les demandes administratives nécessaires à l'aboutissement de ce dossier, notamment la saisine, cas par cas, de la REAL, le dossier loi sur l'eau, la demande de défrichement, ainsi que la demande d'autorisation d'urbanisme nécessaire à son aboutissement. Donc, on est là sur la continuité, la poursuite des procédures administratives nombreuses liées au projet plan plage. J'en profite pour vous informer, à toutes fins utiles, si vous ne l'aviez pas vu passer aujourd'hui, que la commune d'Ombre fait partie des 7 communes landaises qui ont été retenues par les services de l'État comme devant être particulièrement attentives au recul du trait de côte. Et on se félicite évidemment de cette reconnaissance, qui a nécessité de notre part un certain travail, mais qui va nous contraindre, c'est certain, mais qui va aussi nous protéger certainement et nous demander un certain travail et une certaine ambition dans nos projets futurs. Est-ce que sur cette délibération sur le plan plage, il y a des questions ou des remarques? Juste savoir, parce que M. Long n'est pas là ce soir, mais est-ce qu'une commission est prochainement prévue? Parce qu'a priori, ça a bien avancé puisqu'on en arrive au stade de déposer les demandes d'autorisation. Nous, on s'en était arrêté au choix entre les 3 scénarios qui étaient proposés suite à la réunion publique. Ouais. Donc voilà, c'était savoir quand même si on allait... Alors, avancer oui et non, parce qu'en fait, le choix du scénario donc, a été fait, et c'est ce qui avait été présenté en réunion publique. C'était le choix du scénario le plus vertueux, à savoir celui qui présentait le plus grand nombre de critères environnementaux à notre sens. Et après, avancer pas vraiment. En fait, ce qu'on a poursuivi, c'est le travail notamment avec les partenaires concernant toutes les autorisations nécessaires à obtenir. Alors l'ONF, l'ADREAL, les autres services de l'État, le département et la région pour nous subventionner, etc. C'est uniquement des réunions techniques qui ont lieu,
il n'y a pas eu d'avancée du projet. Je parle sous le contrôle de Cyril Dubu, de Christian Delga et de Miguel. Il n'y a pas eu de travaux supplémentaires qui ont avancé. C'est vraiment simplement du travail administratif. Je verse aussi au débat que pour nous appuyer dans nos demandes d'autorisation, le président du conseil départemental m'a proposé de rédiger un courrier à l'attention de l'ADREAL pour dire tout bien que la collectivité départementale pense du projet André et essayer de faire en sorte que voilà, on n'ait pas une petite épine qui vienne mettre un grain de sable dans un planning qui là aussi va être un peu contraint. Mais on va poser là, vous savez vous s'il va y avoir une commission. Moi, il y en avait une qui avait été programmée éventuellement, mais qui a été décalée. On va décaler quand je le Covid. D'accord. Voilà, on vous en avait parlé après. Parce que. Non, mais c'était savoir si. Oui, non. On l'a bloqué, on devait la refaire après derrière. Il est écrit que le comité de pilotage a validé le projet. Mais en fait, la validation, c'est simplement, c'est simplement donc l'orientation Complètement. du choix du scénario. du choix et c'est tout. L'ensemble des financeurs et des partenaires ont indiqué qu'ils étaient favorables tous, sans réserve, à ce scénario-là. Et c'est simplement ça qui a été validé, c'est ça que le COPI a validé. Et maintenant, les autorisations vont commencer à être demandées. Voilà. Mais on va transmettre quand même à Jérôme Noël et Annie fera un retour par mail aux élus de la commission pour dire si un rendez-vous est prévu bientôt ou pas. Et aujourd'hui, on attend des plans pour quand? Je sais pas, c'est une semaine, un mois, 6 mois, enfin je sais pas si. Là, on n'attend pas des plans là pour l'instant. Non, mais dans votre planning, je veux dire, je sais que c'est pas les plans, mais quelle est l'orientation du projet? C'est-à-dire que. Il faudra que ça commence à l'automne, les travaux. Oui, donc on va avoir des plans d'ici peu. Oui. Ah oui, Oui, voilà, c'était ça la question. Ah oui, clairement. Après, les plans seront à l'identique de ce que vous avez vu dans le scénario 3 qui vous avait été présenté, j'imagine, en commission, mais je n'y ai pas assisté. Mais les plans n'ont pas changé. C'est exactement ce qui avait été présenté à 2 bordures près et à une traversée piétonne. On n'a pas, enfin, je me Ce souviens qui pas. a été présenté À la réunion, on n'a pas parlé de. Enfin, il n'y avait pas des plans de Ah mais réalisation. là non plus, on n'a pas Non, de mais plan, pour commencer les travaux, il faut des plans de réalisation. Je sais pas, la bordure, les largeurs, Bien je sûr, sais quoi. bien sûr. Mais ça n'est pas, pour l'instant, on n'a pas, ça avance, on attend les... Mais non, moi c'était pour avoir le calendrier. Là, aujourd'hui, il y a des travaux, on est vraiment en phase conception avec l'équipe de médical. Pour tout vous dire, on travaille surtout pour l'instant avec les concessionnaires, avec le sitcom, voilà, pour essayer de voir à quel niveau on peut impacter les choses et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de. Donc en fait aujourd'hui, on avait entre guillemets des patates, c'est-à-dire pour le puzzle, pour On le. aménage les patates, voilà, on essaie de dessiner un peu sur chaque patate comment. Voilà. Et avec les services de l'État, sur notamment l'emplacement des stationnements aussi sur le parking de l'automate, pour essayer de limiter les zones de défrichement. Voilà, c'est ça aussi. Oui, parce que Voilà, vous avez parlé de commencer le défrichement à l'automne, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc il va falloir déterminer des zones d'ici là. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui la commission n'a pas forcément, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt les services techniques qui ont plus de plans que les élus. C'est-à-dire que nous on a plus avancé je pense que les élus parce qu'on travaille avec les bureaux d'études en direct pour essayer de justement finaliser chaque zone au fond des contraintes. Et voilà, des concessionnaires, des restaurateurs, des gens. Quand on aura un peu plus abouti, on transmettra aux élus pour qu'ils puissent nous transmettre en commission les plans qui seront validés. On va faire un mail à Jérôme aux élus concernés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non? Des votes contre ou des abstentions? Des abstentions? Je ne vais pas vous convaincre de vous abstenir, mais c'est noté. Délibération numéro 2, convention de partenariat avec l'école de musique de Tarnos, Frédéric Larry. Vu la volonté de la commune de favoriser et de développer les pratiques culturelles pour sa population, considérant l'arrivée à terme au 31 décembre 2021 de la convention avec le Conservatoire des Landes, considérant le projet d'établissement de l'école de musique de Tarnos,
Considérant la volonté de continuer à favoriser la pratique musicale, Madame le maire explique que la commune verse une participation forfaitaire annuelle de 44 000 € au Conservatoire des Landes pour que les 27 familles ondraises inscrites puissent bénéficier du tarif ville adhérente et accéder à l'enseignement musical dispensé à Ondres, La Benne ou Saint-Vincent-de-Tyrosse notamment. Dans le même temps, 18 familles ondraises fréquentent l'école de musique de Tarnos sans aucun soutien financier de la commune d'Ondres. Afin de favoriser le développement de la pratique musicale, il paraît cohérent de proposer une offre attractive et incitative pour rendre la musique accessible au plus grand nombre d'administrés. En ce sens, vu sa proximité, l'étendue des cours dispensés et le coût intérieur pour la collectivité et toutes les familles ondraises, l'offre proposée par l'école de musique de Tarnos répond totalement aux attentes de la commune. Aussi, Madame le maire soumet la signature d'une convention triennale avec la mairie de Tarnos pour permettre aux familles ondraises d'accéder dès la rentrée de septembre 2022 à l'école de musique de Tarnos au tarif commune conventionné. Pour sa part, la commune d'Ondres participerait aux frais de fonctionnement de l'école de musique à hauteur de 300 € par élève inscrit en éveil musical et 800 € par élève inscrit en cycle 1 et 2. Donc, une demande qui a été formulée par les villes d'Ondres et de Saint-Martin auprès de la ville de Tarnos, qui, après étude et réflexion avec le directeur de l'école de musique, nous a fait cette proposition, qui est évidemment d'un point de vue financier intéressante pour la commune, d'un point de vue pratique intéressante pour les familles, et d'un point de vue économique aussi plus intéressante pour les familles des jeunes qui fréquenteront l'école. À savoir aussi que les Ondrais auront priorité donc, dans l'école de musique tarnosienne, comme aujourd'hui ils l'ont les élèves tarnosiens, par rapport à un Bayonnais ou un Boucalais qui s'inscrivait évidemment. Voilà un petit peu, donc tous les cours seraient dispensés à Tarnos et non plus certains à Ondres, parce qu'aujourd'hui certains sont à Ondres, mais il y en a très peu, la plupart sont sur la Benne ou sur Tyrosse, et donc là tout se passerait sur Tarnos. J'ai évidemment pris contact avec la présidente du Conservatoire des Landes, qui n'était absolument pas surprise par notre décision, dans la mesure où on les avait rencontrés, nous, la présidente et le directeur, en début d'année scolaire. Oui, c'est ça, oui. On avait déjà évoqué avec eux cette contribution de 44 000 €. Et effectivement, le conservatoire nous avait indiqué que le mode de calcul de la redevance de chaque commune est fonction de mémoire de 3 critères, dont le potentiel fiscal, qui est très défavorable pour notre commune, puisque nous avons un potentiel fiscal élevé, et que du coup, pour 27 familles, on se retrouvait à payer 44 000 €, ce qui faisait quand même ramener à chaque élève une somme considérable, et qu'on était plafonné à ces 27 élèves. Voilà un petit peu pour le contexte. Est-ce qu'il y a des questions? Madame France. Donc ça veut dire que ces 27 familles vont devoir changer de formation musicale ou elles vont être contactées par l'école de musique de Tarnos et elles seront récupérées par l'école de musique de Tarnos. c'est pas le même enseignement? Bien sûr que si. Non, le conservatoire et l'école de musique, c'est pas le même type d'enseignement. Donc, les familles qui sont déjà inscrites au conservatoire, Pourquoi vous dites que c'est pas le même type d'enseignement? Mais parce qu'ils ne proposent pas exactement la même chose. Et les familles. Ils proposent exactement la même chose. Et les familles qui adhèrent déjà au conservatoire. Les sont les mêmes, les examens passés sont les mêmes, l'enseignement est le même. Je ne vois pas qu'est-ce qui vous fait dire que l'enseignement n'est pas le même, sauf si vous avez un exemple précis. Donc ça veut dire que les enfants qui sont habitués à un enseignement avec un prof depuis des années vont devoir quitter leur enseignement. Ils retrouveront un enseignement pareil avec un prof tout aussi compétent et tout aussi bienveillant, plus près à Tarnos. Pour 2 fois moins cher pour leurs parents. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, libre à vous, mais je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait polémiquer sur un sujet aussi limpide. 27
27 familles et 18 familles, enfin, je veux dire, elles sont et pourquoi on ne conserverait pas les deux subventions? Parce que financièrement, c'est un prix conservatoire, 44 000 euros. 44 000 euros pour 27 familles. Là, Patrice de mettre de tête, 35 000, même pas 33 520 euros pour l'ensemble des familles. Et on n'est pas plafonné. Autant d'enfants qu'on veut pourront fréquenter l'école de Tarnos sans qu'on ait cette limite, cette espèce de plafond de verre au-delà duquel plus personne ne peut fréquenter l'école de musique. Donc c'est une réelle ouverture à la culture pour l'ensemble des familles hongroises, sans compter qu'en termes de mobilité, vous savez aujourd'hui que Tarnos va être relié par bus, donc ça sera beaucoup plus simple, et que pour les familles qui sont obligées aujourd'hui, pour la plupart, d'amener leurs enfants jusqu'à Tyros pour des cours d'instruments, plusieurs fois par semaine, aujourd'hui, ils pourront faire la même chose sur Tarnos. Et du coup, est-ce que vous les avez consultées, ces familles, avant de proposer? Elles vont être contactées par l'école de musique de Tarnos. Oui, enfin, même l'avis qu'elles donneront sera... Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire que ces familles qui vont avoir le même enseignement plus près et 2 fois moins cher ne soient pas contentes? Parce qu'à vous écouter, j'ai l'impression que c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, s'il y a bien une délibération qui pour moi est une excellente nouvelle, c'est vraiment celle-là. Donc, je voudrais vraiment comprendre. Qu'est-ce qui est une mauvaise nouvelle? C'est pas un nouveau, c'est pas une nouvelle subvention pour les familles. Enfin, si ça avait été une régulation, je veux dire, à savoir aider également les familles qui fréquentaient Tarnos, c'est tout à fait une bonne nouvelle. Et donc on paye 44 000 pour 27 enfants et encore 20 et quelques mille pour les 18 suivants. Bah, en tout cas, ça ne choque pas. Et là, vous m'auriez dit, Madame le maire, sans le vote, mais sans problème. Ça peut être une déception pour ces familles-là. Non. C'est une déception parce que vous avez envie de polémiquer sur ce sujet-là, mais il n'y a rien. Alors vraiment. Et je peux vous retourner la même chose, c'est le vôtre. Mais on a le droit d'avoir un avis et de ne pas être d'accord, mais s'il y a une justification, là, votre justification, c'est de me dire que c'est mon avis. Ah non, c'est bien mon avis. C'est ce que vous dites. Alors, c'est quoi la raison profonde de votre désaccord? Qu'est-ce qui peut justifier? Non, je m'adresse à Madame Mouvance. Qu'est-ce qui peut justifier? Non, Jean-Michel Mabier, qu'est-ce qui peut justifier? Moi, non, Monsieur Mabier, je ne vous ai pas donné la parole. Je veux avoir la réponse de Madame Mouvance. Parce que, mais vous pouvez, je vous ai demandé de me répondre, quand vous m'avez répondu, Je vais essayer de vous adresser différemment, avec mes collègues. Mais j'ai pas de colère, Madame Mouvance. Je vous demande qu'est-ce qui est polémique dans cette délibération et qu'est-ce qui peut justifier que vous ne soyez pas d'accord. Et après, j'écouterai M. Mabier avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la raison? C'est pas du tout polémique, c'est juste qu'il y a 27 familles qui sont habituées à un enseignement, qui ont choisi un enseignement avec le conservatoire. Il se peut que ce soit une déception pour ces familles-là de ne plus être subventionnées parce qu'elles souhaitent, et où les enfants souhaitent continuer avec cet établissement-là. C'est tout. Je n'ai pas dit qu'à Tarnos, l'enseignement sera moins bien. Il se peut aussi que ces familles-là soient ravies d'aller moins loin et de payer 2 fois moins cher pour un Il se enseignement peut, mais vous ne les avez pas qualité. consultés, vous allez les consulter après la délibération. Donc, à la limite, vous auriez pu, vous nous auriez dit, voilà, elles ont été consultées et il est vrai que ça ne pose aucun problème. Je ne les aurais pas. Et sur 27 familles, imaginez, il y en a 10 qui me Je disent sais non, pas, moi j'ai pas envie, je on veux passe rester dans le vent, là-bas. on ne sait pas en fait. Pardon? On ne sait pas si ces familles sont. Vous non plus, excusez-moi, vous non plus. Non, mais justement, je souhaite avoir l'argument, justement. Mais l'argument, vous l'avez, il est financier, il est pratique et il est en termes de reste à charge pour les familles. Monsieur Mabier? Oui, non, en fait, je voulais dire à peu près la même chose que Delphine, mais en fait, le seul argument, c'est financier, uniquement. Pardon? Et pratique, parce qu'au lieu d'aller à Tyros, vous allez Oui, pratique aussi, mais effectivement. Vous faites souvent mais- taxi pour les enfants, pour les activités scolaires Non, ou non, non. musicales? Oui, d'accord, pratique. Mais ne m'accusez pas, je n'ai pas parlé encore. Si, elle m'a fait comme ça. Moi j'en ai 3, et je suis ravie qu'il y en
j'ai pas parlé encore. J'ai 3 enfants, je Oui, suis ravie que mais- mon aîné puisse enfin prendre le bus pour aller à son activité sportive à Bayonne. Voilà, par exemple. Oui, Donc, oui, en vous termes avez de raison. praticité et d'écologie, Non, en fait, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, a priori, il n'y a pas photo. L'école de Tarnon, c'est beaucoup plus près. Il n'y a pas photo, le budget est moindre. Jusque-là, on est d'accord et on n'est pas polémique. Ce que Delphine regrette, c'est que les parents ne soient pas prévenus et qu'ils vont être contactés directement, on peut le regretter, par l'école de musique et on va leur dire non, fini, c'est plus là-bas, c'est ici. C'est ça qu'on peut regretter, c'est la méthode de travail, votre méthode. Mais encore une fois, financièrement, vous avez raison. A priori, aux pratiques, s'il n'y a pas photo, voilà, c'est uniquement un problème de méthode. Voilà. Mais c'est pas du tout c'est pas le problème. On ne veut pas être polémique. Delphine a dit, mais je ne sais pas si vous avez des enfants d'ailleurs qui font partie de l'école de musique. Non. Parce que je veux pas. Non, mais donc en se passant en tant que parent, voilà, on n'est pas prévenu. Mais si, ils vont être prévenus là. Oui, par l'école de musique de Tarnos, je voulais dire, c'est chez nous que vous allez venir. Voilà, mais bon, on ne va pas communiquer pour quelque chose mais voilà, c'est un problème de méthode, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Des votes contre, des abstentions? Adopté donc. La troisième délibération concerne une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. Madame le maire informe le conseil municipal que le décret numéro 2018-689 du 1er août 2018, pris en application de l'article L 1611-5-1 du CGCT, prévoit que les collectivités locales ont l'obligation de proposer à leurs usagers une solution de paiement en ligne. La DGFiP propose une offre de paiement en ligne dénommée PayFiP qui permet de respecter cette obligation. En effet, PayFiP permet aux usagers de payer leurs créances ayant fait l'objet d'un titre de recette, soit par carte bancaire, soit par prélèvement unique sur Internet. Il est précisé que l'utilisation du paiement en ligne reste facultative pour les usagers et que les autres modes de paiement demeurent. Le coût de mise en œuvre et de fonctionnement de la solution PayFiP sont à la charge de la DGFiP. La commune aura à sa charge le coût de commissionnement de cartes bancaires en vigueur pour le secteur public local. Le prélèvement unique n'engendrera aucun frais supplémentaire pour la collectivité. Vu la proposition, vu le CGCT et notamment les articles L21, 21, 29 et L1611-5-1, vu le décret numéro 2018-689 du 1er août 2018, et vu la proposition de convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales PFIP, il nous est demandé d'approuver la convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales proposée par la DGFiP et de m'autoriser à signer la convention d'adhésion et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions sur cette nouvelle méthode de paiement qui nous est un petit peu imposée à la DGFiP? Pas de remarques, pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté donc. Les 4 prochaines délibérations, donc ce sera Serge Arla avec la numéro 4, convention pour la mise en place et le suivi de la prestation P externalisée. Madame le maire expose que le syndicat mixte départemental, Agence hollandaise pour l'informatique, ALPI, propose un service d'externalisation des P. Cette prestation consiste à l'élaboration complète de la paie des agents, des élus et comprend notamment la création des salariés dans la base de données, la saisie des absences liées à la maladie et aux accidents de travail, la saisie de l'ensemble des arrêtés pris par la collectivité, l'envoi des états déclaratifs sur Net Entreprise, l'élaboration de l'attestation Pôle emploi en fin de contrat, le passage au processus DSN, la déclaration des arrêts à la CPAM et l'attestation de salaire, le dépôt du fichier Passereau ou DSN et la récupération des taux, la mise à disposition par l'ALPI de l'ensemble des éléments de la paie. Les collectivités qui externalisent les paies par le biais de l'ALPI disposent à titre gratuit du logiciel AFI SEDNA pour gérer son personnel, gestion des congés,
portail agent, module formation, calcul de la masse salariale et analyse. La proposition d'externalisation des P représente un réel intérêt pour la commune d'Orge. En effet, l'évolution régulière des règles juridiques et des dispositifs fiscaux nécessite une expertise de plus en plus poussée et rend l'exercice complexe et chronophage. Le temps de travail ainsi libéré par l'externalisation peut permettre de renforcer les missions ressources humaines, gestion des emplois, suivi des carrières, qualité de vie au travail, etc., et d'éviter un recrutement qui alourdirait la masse salariale. La proposition de l'ALPI a également l'avantage de réduire les coûts d'achat, de maintenance et de formation liés au logiciel des ressources humaines. Après en avoir délibéré, il sera demandé au conseil municipal de proposer l'adhésion de la commune à la prestation P externalisée proposée par l'ALPI et autorise Madame le maire à signer la convention d'adhésion et tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Il y a des questions. On s'interrogeait sur le coût, vous parlez d'adhésion. Est-ce qu'il y a un coût et est-ce qu'après il y a un coût de la prestation? Alors, le coût, monsieur Le Nez, vous avez peut-être s'en souvenir. Alors, je ne l'ai plus en tête, hein, mais donc ça je vous le transmettrai. En fait, aujourd'hui, on a un coût annuel avec le logiciel actuel qui est dans les 18 000 euros. Une allocation. Ouais, c'est le coût de maintenance. C'est Voilà. voilà. Il y a un qui est important, c'est aussi l'accès, ce qu'on appelle au SaaS, donc c'est-à-dire le fait d'être dans le cloud. Voilà. Donc ça, c'est 18 000 euros annuels. Là, le changement de logiciel va nous coûter en gros dans les 17 000 euros. Donc, le fait d'installer le logiciel, de récupérer les données. Une fois. Voilà, Ouais, une fois. Et au-delà de ça, après, donc, la prestation pour l'accès au logiciel RH sera gratuit. Et il y a un coût en fait par bulletin de salaire qui est de 3 euros par mois. 3 euros et quelques par mois. Donc globalement, je crois que le calcul qu'on a fait, c'est que la première année, effectivement, Oui, c'est l'année qui tombait. c'est une maison qui n'est pas énormément plus chère que ce qu'on paie aujourd'hui. Et dès la deuxième année, Voilà. on est gagnant. Voilà. Alors, on a 4-5 000 euros. Et le service qualitatif, évidemment, comme c'est stipulé, du suivi de développement des carrières des agents, principalement, avec plus de disponibilité au niveau de la salariée qui est en charge de ça, sur l'accompagnement, la formation et les modules développement de carrière et autres. Ouais, c'est qu'en plus, c'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus complexe le suivi des textes, voilà, de l'évolution avec les URSAF, voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent vite. Donc ça veut dire que ça oblige l'agent aujourd'hui à faire vraiment de la veille, à être informé, et malheureusement, il peut y avoir des erreurs. Donc là, le fait d'externaliser, ça permet aussi d'avoir cette sécurité juridique pour tous les agents. Donc le temps que gagnera l'agent qui ne fera plus CP qui deviennent moins prennent un temps de plus en plus long au fur et à mesure des complexifications, ça va lui permettre de dégager ce temps-là pour suivre les carrières des agents, pouvoir les inscrire aux formations, faire aussi plus de tours des services et être un peu plus en proximité des agents, parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'agents qui arrivent à gérer leur carrière et à être maîtres un petit peu de leur carrière professionnelle et de leur quotidien. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'agents pour qui c'est difficile, même le fait d'aller chercher une formation, de trouver une formation qui corresponde à un réel besoin, etc. Et donc Armel, il s'agit pourra être beaucoup plus en lien avec les salariés qui en ont le plus besoin. L'ALPI font ça depuis quand? C'est très tout récent? Non, en fait, c'est quelque chose qu'ils proposent depuis quand même un certain nombre d'années. Il y a de plus en plus de communes qui y adhèrent. Parce que je n'avais pas souvenir que c'est dans l'air du temps. Exactement. Et puis c'est une vraie émanation du Conseil général. Oui, oui. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui font appel à l'externalisation. Bien sûr. C'est quasiment tous les mois où il y a des changements, des modifications de coefficients. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions? Non. Des votes contre, des abstentions? Adopté donc à l'unanimité. La délibération suivante, donc la création d'un comité social territorial. Serge Arlat. Madame le maire expose
au conseil municipal que la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 institue le comité social territorial, CST, nouvelle instance unique issue de la fusion des comités techniques, CT, et des comités d'hygiène, de sécurité et conditions de travail, CHSCT. Cette instance sera mise en place à l'issue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique qui aura lieu en fin d'année 2022. Les dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de cette instance entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Dans l'attente des dispositions du comité technique et du CHSCT restent celles issues des textes dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi de transformation de la fonction publique. Madame le maire précise au conseil municipal que l'article 32 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 prévoit qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité social territorial compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant que l'effectif des agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public au 1er janvier 2022 est de 103 agents pour la commune, permettant ainsi la création d'un comité social territorial commun. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un comité social territorial compétent pour les agents de la collectivité. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et 32.1, vu le décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et leurs établissements publics, après délibération, il sera demandé au conseil municipal d'approuver la création d'un comité social territorial compétent pour les agents de la commune d'Ombre et l'information qui en sera faite à Madame la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes. Charge Madame le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Donc, même si on voulait garder un CT, un CHSCT parce que c'était pertinent et que ça nous convenait bien, la loi nous force à passer en CST. Donc, on y passera après les élections professionnelles. Il y a des remarques, des questions? Non? Des votes contre, des abstentions, j'imagine. Adopté donc. Délibération suivante, la fixation de la composition donc, du nombre de représentants du personnel au CST et décision de recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Madame le maire rappelle à l'Assemblée qu'il a été créé un comité social territorial compétent à l'égard des agents de la collectivité d'Ombre. Elle précise qu'en application de l'article 30 du décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021, l'organe délibérant de la collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et suivants. Vu le décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 21 avril 2022, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel et de 103 agents, après avoir délibéré, il sera demandé au conseil municipal d'approuver le principe de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et de prévoir un nombre égal de représentants suppléants. Il sera également demandé de valider l'application d'un paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires du personnel.
Les représentants titulaires de la collectivité au CST ainsi que leurs suppléants seront donc au nombre de 5. Ainsi, le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité résultera de l'avis du collège des représentants du personnel et de l'avis du collège des représentants de la collectivité. Merci. Donc une délibération pour dire qu'en fait, on ne change rien. On avait déjà 5 représentants du personnel et 5 représentants de la collectivité, mais on est obligé de la passer quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Robert. J'aurais une question de néophyte qui rejoint aussi la délibération précédente. Vous avez sous-entendu que ce CST n'était pas forcément pertinent. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait voté contre cette délibération? On n'a pas le droit. On est obligé de, on aurait été bloqué à un moment donné par la préfecture. On est obligé de le mettre en place et le fait de le voter acte que notre collectivité a engagé la discussion avec les organismes syndicaux. Ah. On a un timing à respecter, donc je crois que c'était 6 mois avant les élections. Voilà. On est obligé de le voter. Et Comme plein de choses, on n'a pas le. on est obligé de le voter, on est obligé de voter oui. Mais ça ne peut pas être une alors, procédure automatique en fait. Alors, on peut toujours voter non. Hein. On a voté non, on s'est opposé au passage aux 1607 heures. Mais après, voilà. On va choisir nos combats. Ouais. Ok. Les 1607 heures, ça, bon là. Oui, c'est pas. Je trouve Ouais. ça un peu ridicule de Mais faire bien sûr. voter les gens alors qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à faire passer par, je sais pas, un autre moyen qui s'impose. Et puis On voilà. est à peu près d'accord sur cette lourdeur administrative qui alourdit considérablement notre séance et notre vie. C'est ça. Voilà. Après, c'est tout simplement pour acter que vous le faites. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais on n'a pas le choix. Il ne faut pas qu'on fasse croire à personne qu'on a le choix. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non? Allez, adoptez donc à l'unanimité. Délibération suivante, numéro 7, modification du régime indemnitaire. Serge Arlard. Madame le maire, souhaitant mettre la collectivité en conformité avec la réglementation et les textes en vigueur, elle expose au conseil municipal que suite à la mise en place au 1er janvier 2018 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel, RIFSEP, il est nécessaire d'intégrer toute prime au dit RIFSEP. À ce titre, la prime, dite prime de juin, est concernée. Conformément à la délibération du 31 mars 2004, tous les agents stagiaires et titulaires se voient en effet attribuer une prime de 34,26% de leur traitement indiciaire brut du mois de janvier, agrémentée de la NBI au titre des avantages collectivement acquis. Article 111, loi du 26 janvier 1984. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des communes, notamment ses articles L412-55 et L412-56, vu le Code de la sécurité intérieure, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, excusez-moi, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 20, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 88, vu le décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi numéro 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, vu le décret numéro 2014-53 modifié du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État, vu le décret numéro 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, vu le décret numéro 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État, vu le décret publié le 29 février 2020, modifie le décret numéro 91-875 relatif au régime indemnitaire qui établit des équivalences avec la fonction publique de l'État, du cadre emploi de la fonction publique territoriale dans le respect du principe de parité, pour le cadre d'emploi des agents de police municipale de catégorie C, vu le décret numéro 94-733 du 24 août 1994, modifié, portant l'échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers chefs principaux et aux chefs de police municipale, vu le décret numéro 97-702 du 31 mai 1997, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emploi des agents de police municipale et du cadre d'emploi des gardes champêtres, vu le décret numéro 2016-596 du 10 mai 2016 modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2017-397 du 24 mars 2017, modifiant le décret numéro 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale, vu le décret numéro 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L412-55 et L412-56 du Code des communes, pour le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale de catégorie B, vu le décret numéro 2000-45 du 20 janvier 2000, modifié, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, vu le décret numéro 2010-329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emploi de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2010-330 du 22 mars 2010 modifié, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emploi régis par le décret numéro 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emploi de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, vu le décret numéro 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L412-55 et L412-56 du Code des communes, vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État, vu l'avis défavorable du comité technique en date du 8 décembre 2017 et l'avis favorable en date du 15 décembre 2017 pour la mise en place du RIF7, vu la délibération en date du 21 décembre 2017 portant la mise en place du régime indemnitaire RIF7, vu l'avis du comité technique en date du 9 septembre 2021, vu la délibération en date du 4 novembre 2021 portant la mise à jour du nouveau calendrier du 26 mars 2021 du régime indemnitaire, vu l'avis du comité technique en date du 14 avril 2022, considérant le souhait de la collectivité de se mettre en conformité avec les réglementations relatives au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale, considérant qu'au titre des avantages collectivement acquis, article 111, loi du 26 janvier 1984, il est nécessaire d'intégrer la prime dite prime de juin au RIF7, considérant que la police municipale n'est pas actuellement éligible au régime du RIF7 et qu'il appartient à la collectivité de garantir les avantages acquis conformément aux modalités fixées par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, il est prévu de compenser la prime de juin par le versement d'une somme équivalente à celle des autres fonctionnaires éligibles au RIF7. Il est proposé de procéder annuellement au versement d'un montant de 632 € bruts pour tous les agents titulaires, stagiaires et contractuels justifiant d'un an d'ancienneté en continu dans la collectivité ou dans la fonction publique.
Le montant versé sera calculé au prorata temporis en fonction du temps de présence effectif de chaque agent sur la période allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année considérée pour le versement. Pour être cohérent avec les évolutions de la prime de juin constatées sur les années passées, il est également proposé de faire évoluer ce montant de plus 2,65% par an à compter de 2023. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal d'approuver la modification du RIFSEF en intégrant le versement d'un montant annuel de 632 € brut en substitution de la prime dite prime de juin, selon les modalités ci-avant évoquées. Précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2022, au chapitre et articles correspondants. Et enfin, charge Madame le maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision. Dieu m'en est obligé. Donc, une délibération qui a pour but, de nous remettre un peu dans les clous par rapport à nos policiers municipaux qui percevaient de fait une prime qui n'était pas intégrée au RIFSEF, qui n'était pas autorisée, et de revoir le calcul de cette prime qui était dite jusqu'à présent prime de juin, et qui avait un montant qui était calculé en fonction du salaire des agents. C'était un pourcentage, 34,26% du salaire indiciaire brut. Oui. Ça. Et donc, il nous a semblé plus juste, en accord avec les organisations syndicales, de proposer que tous les agents perçoivent la même somme, ce qui fait que 36 agents de la collectivité vont effectivement percevoir moins, ceux qui avaient les plus gros salaires, dont on peut penser qu'ils sont peut-être ceux qui partiront le plus facilement en vacances, parce que cette prime était dite de prime de vacances, et par contre 72 agents de la collectivité percevront davantage. Donc cette mesure a obtenu l'accord des instances représentatives du personnel, des partenaires sociaux. Et pour sécuriser les choses, on a proposé d'acter dans la délibération une augmentation de 2,65% par an de la masse, puisque les agents auraient eu aussi, eux, mécaniquement, une augmentation de leur prime si on avait laissé 34,26% de leur brut. Mais ce 2,65%, il est entendu avec les partenaires sociaux qu'il sera revu chaque année par les IRP pour essayer de le coller au plus à la réalité, si toutefois elle était supérieure à ce 2,65%. Voilà, pour le contexte. Mais à partir de 2023. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce changement? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc à l'unanimité. Dernière délibération pour ce soir, la demande de subvention de Mademoiselle Amandine Gaubin pour sa participation au championnat de France d'équitation à la Motte de Beuvron. Frédéric Larry. Madame le maire a reçu une demande de subvention d'une jeune Hondraise, Amandine Gaubin, qui participe au championnat de France d'équitation à la Motte de Beuvron du 27 au 29 mai 2022. Madame le maire explique qu'Amandine Gaubin ne peut prétendre à un soutien financier fédéral pour participer à ce concours de haut niveau. Le coût de participation au championnat de France étant de 550 €, Madame le maire propose d'accorder une subvention de 150 € pour soutenir Amandine Gaubin et l'accompagner dans son projet hippique. C'est la deuxième fois qu'on est sollicité et qu'on applique de fait les mêmes conditions à chaque fois d'attribution pour ces aides de participation à des compétitions. Est-ce qu'il y a des questions? Juste un souhait de savoir son résultat de la compétition. On lui demandera de nous le dire et au prochain conseil municipal, on pourra le dire parce que ce sera passé. Très bien. Des votes contre, des abstentions non plus. Adopté donc à l'unanimité. Juste 2 ou 3 infos diverses. J'ai reçu un certain nombre de courriers, c'est un peu surprenant, suite à la motion qu'on avait adoptée par rapport à la trésorerie, au maintien de la trésorerie. Donc je ne sais pas comment fonctionnent les services de l'État. Alors il m'avait d'abord écrit le 4 mars, mais je vous en avais parlé, comme quoi ils avaient transmis à M. Jean Castex notre démarche. Et là, alors j'ai 3 courriers, un du 4 avril, un du 13 avril et un du 25 avril, de 3 personnes différentes, dont quand même Olivier Dussault.
Ils nous disent en substance que tout va bien aller parce que en fait on a mal compris la réforme. Ils vont continuer à très bien servir les administrés, mais avec moins de permanence, moins d'agents, mais plus de qualité. Voilà. Donc je demanderai à eux, on scanne peut-être certains courriers et qu'on vous les fasse passer, comme ça voilà, je ne vais pas vous en donner lecture, ils sont très longs, mais en substance, ça n'a pas à mon sens un intérêt énorme, mais à nous, vous les scannera, si possible, et on vous les fera passer par mail. Point sur le camping municipal traditionnel, pas de nouvelles ce mois-ci, si ce n'est le mail que nous avons collectivement reçu, dans lequel Patrick Doga manie encore intelligemment les chiffres. Il n'aura échappé à personne que dans le chiffre qu'il annonce, il intègre, sauf erreur de ma part, la taxe de séjour. Voilà, donc on va dire ce qu'on fait au chiffre. Mais là, en tout état de cause, je n'ai pas bien saisi quel était le but de ce courriel. En tout état de cause, effectivement, c'est de l'argent qui viendra à la collectivité. C'est une très bonne chose. Nous encaisserons donc, si mes souvenirs sont bons, un peu plus de 89 000 € d'après ces calculs cette année. Donc c'est une très bonne chose. Les avocats continuent à travailler entre eux. C'est pour ça que nous, on n'a pas eu de contact avec notre avocat récemment. Mais je pense que les choses devraient se précipiter peut-être au début de l'été, d'après ce que nous avait dit notre avocat, puisqu'on attendait le rendu des deux requêtes qui avaient été déposées par le directeur et le gérant, les requêtes en annulation de notre délibération. Donc il fallait laisser passer cet épisode-là avant que la suite reprenne. Mais en temps masqué, notre avocat continue à travailler sur la suite de la procédure. Cette saison, de toute façon, on savait depuis qu'on s'en était parlé, je vous l'avais dit, mais bon, évidemment, la saison se fera avec le gérant actuel, en espérant que ce soit la dernière saison comme ça, un petit peu chaotique, et qu'on puisse partir sur de bonnes bases l'année prochaine. Deux petites informations quand même, même trois. La première, c'est que samedi soir, il y a un spectacle du Festiné à Caprani, Michael Hirsch, je pionce, donc je suis un spectacle de très bonne qualité. Il y a déjà plus de 200 places qui ont été vendues, 250, donc il y avait voir du monde, et c'est un spectacle d'une très grande qualité. Deuxième rendez-vous, c'est donc le 8 mai, dimanche matin à 11h, souvent c'est un peu avant, 11h moins quart, pour la traditionnelle cérémonie au monument aux morts. Et dernier rendez-vous à noter dans vos agendas, le 23 mai, réunion publique sur les mobilités en présence du syndicat des mobilités. Ils ont confirmé ça. Voilà. En présence du syndicat des mobilités, pour annoncer donc l'arrivée du bus, dont le voyage inaugural se fera le 4 juillet prochain, et dont nous sommes en train de peaufiner les modes de tarification pour, en tout cas de fonctionnement pour cet été et pour la suite. Donc tout sera clairement exposé à la réunion publique du 23 mai, à laquelle vous êtes tous invités. La séance est donc levée en l'absence de questions diverses. Oui, monsieur Allez. Vers quelle option on prend pour les navettes pour cet été, elles seront gratuites pour les Hondais. Certainement, c'est ce qu'on est en train de voir. La volonté, c'est d'être gratuite. Gratuite pour les Hondais, avec un certain nombre de convergences techniques à régler avec le SNPDA, parce que ça nécessite que nous, en amont, on achète un certain nombre de titres, qu'on les distribue, qu'on puisse savoir à peu près combien on en distribue, est-ce qu'on met des limites, est-ce qu'on met pas de limites. La volonté, c'est évidemment que le plus de monde possible puisse prendre le bus, et que si on peut, au contraire, contre les gens à l'exercice de prendre le bus, ce sera que mieux. Donc, on est en train de voir avec eux comment techniquement on peut caler les choses. Donc, gratuite pour les Hondais, on n'est pas pour la commune. Gratuite pour les Hondais, non. Alors, j'ai entendu achat de. Oui, complètement. Complètement. Et donc, on fera un point certainement à la réunion publique. Et s'il y a d'autres questions, merci beaucoup.